Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec Jean-Baptiste Elissel, Philippe Spanghero et bien sûr pour revenir sur les résultats, les débriefs, les analyses, les temps forts, les invités. 19h15, Johan Codulot, l'entraîneur de Montpellier qui a fait tomber La Rochelle aujourd'hui. 19h30, gros plan sur la Ligue R360, projet de nouvelle compétition qui veut révolutionner le rugby. Faut-il en avoir peur? Stéphane Drey, un des agents forts du rugby français, sera avec nous en direct. 19h45, retour sur une des actualités tristes de la semaine, le décès de Roland Bertrand, une des figures du rugby français. Jean-Michel Aguirre, son acolyte en équipe de France et à l'époque à Bagnères de Bigorre, sera avec nous. Vous pouvez nous appeler au 0860 300 0860 300 300 0826 300 300. Ah ouais, j'ai oublié. C'est parti. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir Jean-Baptiste Elissald, bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs. Salut François, salut Jean-Baptiste, bonsoir à tous. Ouais, le 0826 300 300, on le dit à peu près 300 fois dans le week-end, mais parfois on peut l'oublier. En tout cas, ça arrive après un certain âge. On va récapituler quand même les résultats, si vous nous rejoignez sur l'antenne de Sud Radio, des principaux résultats, des 5 premiers résultats de cette 5e journée, Cyprien Bétou. Ouais, en effet, ça a commencé avec la victoire bonifiée de Montpellier contre La Rochelle, 37-13 dans le multiplex. Autre victoire bonifiée de Clermont contre Montauban, 84-31. Castres s'en sort in extremis face au Racing 92, victoire 20-16 à la dernière seconde. Victoire bonifiée de Toulon, 33-17 contre la section paloise. Et autre gros coup de la journée, victoire bonifiée du Stade Français à l'extérieur du côté d'Aimé-Géral face à Perpignan. Classement François, le Stade Français est en tête avec 15 points, avec évidemment un match en retard pour Toulouse et Toulon qui sont 2 et 3e. En bas du classement, c'est Bordeaux-Bègles 12e, un match en retard ce soir contre le Loup. 13e Montauban 2 points et 14e et dernier Perpignan 0 victoire depuis le début du championnat. Ouais. Alors messieurs, Jean-Baptiste, on va commencer avec toi, notre consultant Sud Radio. Entre le succès à l'extérieur du Stade Français, succès bonifié, le carton record de Clermont face à Montauban, plus de 80 points marqués, et le scénario Hitchcockien de Castres qui l'emporte face au Racing sur le fil, qu'est-ce que tu mets en avant en plus de la victoire bonifiée de Toulon face à Pau? Le scénario Hitchcockien de Castres. Ouais, j'étais un peu plus sur Toulon-Pau et puis j'ai basculé en voyant l'écart au score, j'ai basculé sur l'autre match. J'ai vu les 20 dernières minutes et notamment les 5 dernières minutes de Castres. Alors c'est vrai qu'ils reviennent sur un essai un peu casquette, mais dans les 5 minutes qu'on suivi, les 3 mêlées qu'ils ont faites et notamment cette dernière séquence offensive me laissent dire qu'ils ne sont pas aussi mal qu'on pourrait l'entendre. En tout cas, il fallait aller chercher les ressources pour aller gagner le Racing qui malheureusement a fait la course en tête mais n'a pas su tenir le score jusqu'au bout. Mais félicitations aux Castrés pour les efforts consentis à la fin du match. Ouais, est-ce qu'elle est méritée, Philippe Spanghero, cette victoire? Alors oui, parce que voilà, elle est validée, mais c'est vrai quand même que même Quentin Cabanis, qui commentait avec une totale impartialité et objectivité, parlait limite d'un hold-up. Non, c'est vrai que cette équipe du CO, elle nous habituait à autre chose. Donc c'est vrai que ils ont souvent été par réaction à domicile, mais ils revenaient plus tôt quand même dans le match. Là, on a senti des Castrés très fébriles sur leur temps fort tout au long du match. Ils se sont appuyés sur une très bonne mêlée, avec quand même un peu de chance sur le résultat, parce qu'une mauvaise gestion de fin de match, ils prennent 2 fois la touche alors qu'ils sont en difficulté en touche. Il y a la possibilité quand même d'aller chercher ce match nul avec une pénalité au moment où ils sont encore un peu en difficulté. Donc bravo à eux, mais je suis d'accord, c'est quand même un match pas très maîtrisé. Alors bien sûr, ils vont pouvoir s'appuyer là-dessus et travailler avec un peu plus de sérénité, mais il y a quand même encore des doutes qui subsistent sur le collectif castré depuis le début de la saison. On peut souligner la bonne intégration d'Enzo Hervé qui a fait une bonne entrée en fin de match. Ouais, bonne rentrée. Puis bon, toujours quand même Santi Arata qui est un élément important du dispositif avec la capacité qu'il a eu à remettre son équipe dans le sens de la marche, notamment en fin de match pour aller revenir au score.
5 touches perdues par l'alignement castré et une mêlée dominante, mais dominatrice, mais il y a eu beaucoup de mêlées. Ils ont eu le temps de s'entraîner dans le match, les castrés à la mêlée. Il y a eu 19 mêlées dans cette partie, une mêlée toutes les 4 minutes. Voilà pour ce qu'il en est. 4 mêlées gagnées pour le Castres Olympique, une perdue. 10 mêlées gagnées pour le Racing, 4 perdues. Voilà, donc 80% de réussite en mêlée pour le CO, 71% de réussite en mêlée pour le Racing 92. Jean-Baptiste Elissal, le turning point, on va dire, le moment charnière de ce match, c'est l'essai casquette. Voilà, le dégagement, le renvoi d'un but contré, renvoi d'un but du Racing. Ouais, bien évidemment, c'est l'effet marquant, mais il va rester quand même 5 minutes derrière. Le Racing va récupérer 2 ballons sur leur introduction et un ballon sur une touche castraise. Et malgré ce, alors c'est vrai qu'on peut trouver des circonstances atténuantes. Je trouve pas Bamba en grande forme à droite, il s'est fait pas mal secouer. Alors derrière lui, il avait un numéro 8, c'était pas sa Joseph, je crois, donc c'est pas sa spécialité de pousser à droite derrière une mêlée. Donc on peut trouver des circonstances atténuantes au Racing, mais quand même ils ont eu l'occasion de sortir de leur camp au moins 4 fois sur les 5 dernières minutes. Et malgré tout, ils n'ont pas su le faire. Donc bravo aux Castrés pour leur retour et leur comeback et leur mental à toute épreuve. Mais petit carton jaune au Racing qui doit grandir dans ces moments-là parce que c'est une victoire qui leur tendait les bras en ayant maîtrisé 90% de la partie. C'est vrai. Philippe Spanghero, je vais fermer ma question, voilà, mais que retenir la victoire du Stade Français, c'est un des événements quand même de cette 5e journée. Victoire du Stade Français à l'extérieur, victoire du Stade Français bonifié à Perpignan. Ouais, c'est dingue, c'est vraiment une saison sur 2 pour le Stade Français. On a l'impression qu'ils ont vraiment bien démarré, on les sent quand même maîtriser leur sujet. Et puis ce match aujourd'hui, il était important parce qu'il y avait beaucoup de pression du côté de l'USAP. J'ai vu des images quand même assez étonnantes du côté de Perpignan, des supporters quitter les tribunes avant la mi-temps. On sait qu'à Perpignan, c'est toujours un peu particulier. Et donc, ils ont maîtrisé ce match parfaitement à l'extérieur. On a senti des Catalans en face très fébriles. Et en effet, le Stade Français qui s'installe quand même en haut du classement, bon, bien sûr avant les matchs à venir, mais 15 points et au-delà de ça, une forme de sérénité dans son jeu. Ouais, Jean-Baptiste, effectivement, le Stade Français qui a marqué dès la 2e minute un essai de Ward sur un beau travail de Néné, sur une première main, sur mêlée. Voilà, comment tu vois les choses quand même par rapport à ça? Parce qu'on les a sentis entreprenants, ils n'étaient pas contractés par le fait de caler. Je crois que ça faisait 18 défaites à l'extérieur consécutives. Ouais, c'est ça. 18 matchs sans s'imposer, une saison très compliquée l'année dernière, notamment à l'extérieur. Aller marquer à Perpignan comme ça dans les 10 premières minutes, c'est toujours compliqué et ils sont attachés à bien démarrer le match. Je crois que c'est ce qui a mis la tête sous l'eau les Perpignanais qui ont déjà plus beaucoup d'oxygène malheureusement. Et comme tu l'as noté, cette paire de centres, Néné et Ward. Alors Ward dans un autre domaine, mais Néné qui est un joueur de duel, qui arrive à faire jouer derrière lui. Et je crois qu'ils ont marqué au moins un essai chacun sans être touchés, ce qui prouve que les mouvements faits, les leurs qui sont faits dans leur dos, notamment, place beaucoup d'incertitudes sur la défense. Et félicitations à Morgan Parra pour toutes ces animations. Voilà. Alors le Stade Français est solidarité bien des numéros 9, des anciens numéros 9. C'est ça, et des entraîneurs. Faut le dire quand ça marche. Non, le Stade Français est bien parti. On en parlait la semaine dernière avec Paul Gabriag. Il fallait absolument déclencher une série. Ils reçoivent La Rochelle la semaine prochaine, pardon. La Rochelle qui est pas en grande forme. Ça peut faire une belle série et se placer dans les 6 et travailler avec un peu plus de sérénité. C'est parfait pour eux. Tu le disais, Jean-Bas, il faut le dire, quand les entraîneurs ça fonctionne, du côté de Perpignan ça fonctionne pas. Est-ce qu'on peut considérer que c'était un match coché quand même par le staff et par les joueurs de l'USAP au vu de la performance aujourd'hui des USAPistes? Est-ce qu'on peut presque interpréter ça comme un abandon des coachs? Il n'y a pas eu d'intensité, il n'y a pas eu d'engagement, il n'y a pas eu de révolte, choses qui normalement sont les ingrédients minimum du côté d'Emile Gérald. Non, je pense pas. Ils ont démarré du mauvais pied, le doute s'installe. Il y a des histoires un peu en dehors du terrain avec les tribunes. Là, ils vont, comme les emmerdes arrivent jamais seuls, ils vont avoir un match suspendu, je crois, de terrain, donc ils vont jouer à l'extérieur.
C'est pas bien parti. La chance qu'ils ont, c'est que Montauban jouera la dernière place avec eux et qu'eux ont l'habitude de lutter. Et c'est l'avantage qu'ils ont sur Montauban, donc ça va jouer à 2. Alors ça va libérer le 12e, le 11e, le 10e, le 8e, et ça sera peut-être un peu moins serré que dans les années précédentes. Voilà, c'est la seule chose positive que je vois aujourd'hui à Perpignan. Après, ils ont des bons joueurs de rugby. Il y a un centre australien qui va arriver aussi, qui va rentrer sur le terrain. En aucun cas, je pense que les joueurs ont lâché leur staff, et c'est beaucoup trop tôt pour le dire, et je le crois pas du tout. Bon, à suivre en tout cas côté catalan. Philippe, ouais. Ouais, non. Après, simplement, la vraie question, c'est je crois pas non plus, et je pense sincèrement que le staff de Perpignan est bon. Et la saison dernière, ils ont eu beaucoup de mal à aller chercher des points à l'extérieur, mais à domicile, on a vu quand même une belle équipe, et ils se sont renforcés cette saison sur le papier. Donc, la vraie question du côté de la gouvernance du club, c'est à quel moment créer ou tenter de créer l'électrochoc, même si encore une fois, on peut pas renier le travail qui a été fait par le staff, parce que ça va très vite. Et en effet, je suis d'accord avec Jamba, la chance qu'ils ont, c'est cette bagarre avec Montauban, et on sent vraiment que ça se détache. Là, quand on regarde le classement, c'est très flagrant. Il y a eux deux et il y a les autres. Mais la saison passe vite, et il y aura des décisions peut-être difficiles à prendre du côté de la gouvernance de Perpignan. Un point, je voulais votre regard sur ce point-là, c'est quand même les 80 points encaissés par Montauban. Voilà, on a parlé avec le supporter clermontois juste avant le début de l'émission dans notre premier débrief de la performance de Clermont, mais quand même 80 points encaissés par Montauban après les 70 à Bordeaux. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Jean-Bas ? Ben, ça m'inspire qu'il faut viser les matchs à domicile. Et tant pis pour l'extérieur et le goal average. De toute façon, quand on joue le maintien et qu'on n'a pas eu l'occasion de forcément trop bien recruter, puisque on est monté à l'ultime minute de la dernière journée, et que malheureusement on n'a pas trop le choix, et ben il faut choisir. Donc voilà, faire tourner à l'extérieur, ça apporte des scores un peu gros, un peu ouvert comme ça, mais et tout donner à la maison pour accrocher un match nul, pour accrocher une victoire d'1 point, pour quelques points qui te feront passer 13e. Voilà. Ouais, Philippe, mais quand même, quand on en prend 70, 80, c'est pas neutre. Voilà, si ça dure en 13 déplacements, ça peut être long quand même. Ouais, ça peut être long, et puis en effet, ça permet éventuellement aux clubs qui les reçoivent, même s'il faut toujours respecter son adversaire, de faire un peu tourner, parce que c'est vrai que dans ce top 14, ces dernières saisons, on a vu des équipes montées de Pro D2 qui étaient quand même plus armées que Montauban, et donc il y avait toujours un peu plus de suspense. Là, il y a un vrai manque de profondeur d'effectifs, et donc en effet, il faut choisir ses matchs. C'est vrai que ça fait beaucoup, et ça pose quand même la question aussi de ces enjeux de la montée de Pro D2, parce que ça fait quand même quelques années, sans faire offense à Montauban, mais qu'on n'avait pas vu des écarts si flagrants avec les équipes qui montent. Ouais, à suivre en tout cas, mais c'est vrai que ce 84 à 31, alors bon, on peut toujours se rassurer avec les 31 marqués, mais bon, quand même 12 essais encaissés aujourd'hui par Montauban après les 11 encaissés il y a 2 semaines à l'Union Bordeaux-Bègles. Dans un instant, messieurs, Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero, et puis vous, nos auditeurs passionnés de rugby sur Sud Radio, on va parler aussi de Montpellier avec notre premier invité, Johan Codulot, qui sera avec nous, parce que c'est vrai que Montpellier fait partie de ces équipes qui pour l'instant sont redoutables à domicile, et La Rochelle en a encore appris à ses dépens aujourd'hui en ouverture de la 5e journée. Restez avec nous dans Au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. 9h20 sur Sud Radio, au cœur de la mêlée. Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero, vous, les passionnés de rugby, 0826 300 300, cette fois je l'ai passé sans problème. Premier invité dans cette émission, Johan Codulot, l'entraîneur de Montpellier. Montpellier qui a frappé fort en ouverture de cette 5e journée. Victoire bonifiée 37-13 face à La Rochelle. Johan Codulot est avec nous. Bonsoir Johan. Bonsoir. Merci d'être avec nous, parce que c'est vrai que il y avait, j'imagine, un peu de pression, la volonté de vouloir confirmer le succès bonifié face à Toulouse à domicile, mais quand même il fallait le faire une deuxième fois face à La Rochelle, et ça a été fait avec brio. J'imagine qu'il y a de la satisfaction ce soir, Johan. Oui, non, on est content ce soir par ce match. Après, on relativise par rapport à notre performance de la semaine dernière, qui fait un petit peu tâche et qui est dommageable
dans la régularité qu'on aimerait avoir pour arriver dans nos objectifs. Donc voilà, on est content, mais on a un petit peu de frustration de vouloir enchaîner, quoi. Voilà. Référence donc au match nul à Montauban décroché à l'ultime minute face donc au Montalbanais, 22 partout. Il y a un certain Jean-Baptiste Elissal qui est notre consultant Sud Radio, que tu connais bien, Johan, et qui est avec nous bien sûr, et avec peut-être une question, Jean-Baptiste. Ouais, salut Jo, félicitations pour aujourd'hui et pour le début de saison dans les grosses lignes. Est-ce que, puisque votre objectif est affiché de rentrer dans les 6, est-ce qu'il est possible de rentrer dans les 6 juste en défendant très haut, en se déposant très bien du ballon et en ayant une conquête qui écrase tout le monde? Il me dit un truc et il connaît déjà la réponse. Donc, je pense qu'on a été champion en 2022. On a été champion en 2022 avec un certain Jean-Baptiste Elissal à la tête de cette équipe-là et Olivier Azam et Philippe Saint-André, Alex Ruiz, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, donc bien sûr qu'aujourd'hui c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce qu'on a envie de mettre en place et voilà, si tu l'as vu, je suis content, ça me fait plaisir de voir ça, ça me fait plaisir de t'entendre aussi, mais voilà, donc c'est ce qu'on veut mettre en place, on essaie d'y arriver, ça frustre des fois notre entraîneur de l'attaque que tu connais très bien, Benoît Payog, mais c'est vrai que voilà, c'est ce qu'on va arriver à faire. Pour l'instant ça marche, ça n'a pas marché à Montauban, mais en tout cas c'est ce qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui avec de l'engagement, une défense et une très bonne conquête. Comme je l'ai dit, on n'est pas le Stade Toulousain, on ne le sera jamais, mais voilà, on essaye justement de par notre formation de s'améliorer et d'avoir un jeu qui est notre ADN, quoi, voilà, tout simplement. Voilà, il y a eu quand même de beaux essais aujourd'hui. Je pense notamment à celui de Bernadet avec ce magnifique jeu au pied de Nouchi. L'un n'empêche pas l'autre, François. C'est pas parce qu'on tape dans le ballon qu'on marque pas des beaux essais. Mais arrêtez de penser ça, c'est pas possible. Excuse-moi, parfois on rechute. Philippe Spanghero avec Johan Codulot. Ouais, bonsoir Johan. Moi j'avais une question par rapport à l'environnement du club. C'est vrai que la saison dernière, à ton arrivée, c'était une saison de reconstruction avec beaucoup de pression. Et Montpellier avait l'image d'un club avec beaucoup de pression, du turnover d'entraîneurs régulier. Là, on sent qu'il y a une vraie volonté de s'inscrire dans le temps long. Est-ce que tu partages d'abord l'analyse et est-ce que ce périmètre, ce champ d'action qu'on te laisse fait que vous en arrivez à faire des matchs comme on l'a vu contre Toulouse aujourd'hui? Non, on sent qu'on a du temps. Après, tu le sais très bien, c'est obligatoire si on enchaîne des défaites, obligatoirement on est mis en difficulté. C'est le job qui fait ça dans n'importe quel club, mais on sent le président patient qui a envie de créer ce projet-là qu'on a démarré en 2020 et Jean-Baptiste était là. Donc voilà, c'est réellement ce qu'on a envie de mettre en place et ce qu'on espère en tout cas que ça va durer. Après, ces rôles-là sont des rôles avant le match. Voilà, on se disait si on perdait contre La Rochelle, ça allait devenir compliqué. On allait se retrouver en bas de ce classement-là. Donc les victoires nous permettent de positiver, quoi. Voilà, mais ça reste un boulot difficile et un boulot qui justement permet pas trop l'enchaînement d'erreurs. Mais aujourd'hui, ça nous sourit et on a la sensation qu'on veut amener de la stabilité dans le club et j'espère que ça va continuer et perdurer. On rappelle juste, Cyprien, quand même, défaite à domicile face à Toulon, bonus juste à Bayonne, deuxième journée, victoire Toulouse, nul à Montauban, et donc aujourd'hui victoire bonifiée face à La Rochelle. Bonsoir Johan, juste je fais un petit point sur les blessés, parce qu'il y en a eu pas mal aujourd'hui, visiblement. Vunipola sorti en première mi-temps, Lee Price à la mi-temps, et Bastien Chalureau qui se tenait la cheville. Je voulais juste faire un point de l'état de ces blessés qui peuvent être importants, surtout quand on voit la première mi-temps d'Ali Price qui a fait énormément de bien par son jeu au pied, par également sa présence. Ouais, non, Ali a ressenti une douleur musculaire, donc on a préféré pas prendre de risques. Donc c'est pour ça que Alexis Bernadet est rentré à la mi-temps. Ensuite, Bastien Chalureau a une petite blessure, j'espère petite, en tout cas à la cheville, donc je pense qu'il va être éloigné du terrain au moins une semaine, j'espère pas plus. Et ensuite, Billy Vunipola,
Bon, il avait fait une 30 bonne première minute, comme il est un peu vieux, non, je plaisante. Il était un petit peu fatigué, donc on l'a sorti et il avait des petits pets un peu partout, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris de risque avec Billy. Et, bon, on s'en est sorti, même si, je le répète, il nous a fait 30 très bonnes premières minutes. Ouais, Jean-Baptiste Elissal avec Johan Codulot, je vous laisse quand même entre coach, voilà, Jean-Baptiste. Non, j'ai vu. Alors bon, bien sûr, il y a tout ce qu'on voit à la télé de Montpellier, il y a tout ce qu'on pense de ce club quand on le voit de l'extérieur et de son président. Bon, qu'il soit patient, le président, ça c'est une info. Merci Jo. Ça par contre, ça me fait plaisir de le lire et de l'entendre. Et voilà, donc du coup, tu vois, comme le bon vin, on se bonifie avec le temps et on comprend des choses. Et l'autre chose que je voulais te dire, c'était, j'ai vu vos à la mercerie champions l'année dernière, et ça m'a fait plaisir aussi parce que on avait mis en place, on avait essayé avec l'équipe des formateurs là avec Louis Picamol, l'entraîneur quand même. Avec de mettre des choses en place. Ouais, il était pas là, on s'est croisés, mais on avait mis des choses en place et j'aimerais savoir si ça perdure et si ça fonctionne toujours bien dans le club. Non, c'est vrai que le projet, on l'a mis en place et t'en as fait partie. J'ai vu que c'est quelque chose qui t'intéressait sur le futur aussi. Je lis un petit peu, mais en tout cas, ouais, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place et c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'était important de les mettre en valeur. Nous à la mercerie, on a été champion de France chez les jeunes la dernière fois en 2014, donc ça faisait très longtemps et c'est vrai que ça reste quelque chose pour nous d'important. On a des Crabos qui sont une belle équipe où on a descendu Anthony Floch qui était l'entraîneur des espoirs du centre de formation dans cette équipe-là pour mettre en place le jeu que l'on fait en équipe première. Donc on essaie d'être descendant et on le fait aussi avec les à la mercerie. Et ça aujourd'hui ça porte ses fruits avec des joueurs comme Louis, comme tu as dit, qui a joué pour ce club. Donc c'est pour nous des choses essentielles et importantes et tout aussi importantes que les résultats d'équipe professionnelle, quoi. Ouais, Johan Codulot, on va te libérer. Là, il n'y a pas de troisième mi-temps après une victoire bonifiée contre La Rochelle quand même? Non, je vais travailler ce soir et repartir demain pour essayer de faire un bon match au Racing. Donc non, il y a pas je suis chez moi et je passe à la suite rapidement parce que j'ai envie de pas faire la même performance que la semaine dernière. Voilà. Ouais, la merveilleuse vie des entraîneurs de Top 14. Juste avant de te laisser, Johan, un petit mot sur Lenny Nouchi, ton capitaine. Est-ce qu'il a montré en ce début de championnat qu'il a de quoi être appelé par Fabien Galtier lors de la tournée de novembre? Est-ce que ce serait une juste récompense aussi pour ses performances sur le terrain et le leadership qu'il impose à ses coéquipiers? La problématique de ce poste, c'est qu'il y a beaucoup de prétendants, donc voilà. Mais après, oui, bien sûr, il a aujourd'hui un niveau d'un joueur international français, je trouve. Je le trouve vraiment intéressant. Après, il a besoin encore de bosser sur son leadership. Il y a beaucoup de choses à travailler. Et on le fait bosser avec Billy Vunipola, avec Yakou Kamara, qui est notre capitaine quand on est champion en 2022. Donc voilà, il a besoin de travailler, mais c'est réellement un projet pour le futur, de le mettre capitaine et je trouve que il fait un très bon début de saison et pour moi Fabien va s'intéresser à lui, je l'espère en tout cas. Ouais. Vous lui faites bosser le jeu au pied aussi ou pas? Ouais, il fait que me le rappeler. Ouais, il a vu les vidéos de Zach Mercer. C'est ça, Zach Mercer. Ouais. Mais là, son pied il est parfait. Ouais, c'est vrai. Mais l'année dernière, il nous a fait un jeu au pied à Pau. J'espère qu'il m'écoute, où c'était catastrophique après un essai derrière. Donc depuis, il fait que me brancher avec ça. Mais bon, ça reste un bon joueur de rugby. Je crois que ça aurait été parfait du pied gauche. Ouais, peut-être. Tu as raison. Mais je sais pas s'il avait deux pieds. On peut se faire contrer. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon joueur de rugby. C'est un joueur qu'on utilise nous comme un joueur joker qui peut jouer un petit peu partout avec les trois quarts parce qu'il est capable de jouer comme un trois quarts centre. Donc voilà, c'est un joueur complet qui mérite, je pense, oui, d'être appelé par Fabien.
Eh ben, on suivra ça en tout cas. Merci Johan Quedulot d'avoir été avec nous. Merci. Bon travail Merci, ce soir et voilà, j'espère quand même que dans le travail on peut apprécier le présent et cette victoire bonifiée donc face à La Rochelle, la deuxième à domicile après celle de Toulouse il y a 2 journées. On va se retrouver dans un instant pour parler et continuer à parler de rugby, de l'actualité de la semaine et notamment de ce projet de ligue dissidente au niveau mondial, le projet R360. On va en parler. Restez avec nous, 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission bilan du samedi, mais qui revient aussi sur les temps forts de la semaine. Cette semaine, on en a parlé énormément. Le projet de Ligue dissidente, projet de nouvelle compétition voulant révolutionner le rugby mondial, imaginé par des anciens joueurs, dont notamment l'anglais Mike Tindall, voilà, et puis d'autres, notamment Mark Spoors et Stuart Hooper. Pour en parler avec nous, bien sûr, Jean-Baptiste Elissalde. Forcément que Jean-Baptiste a été contacté pour entraîner une des équipes, c'est on va en revenir. Et Philippe Spanghero, bien sûr, qui connaît bien tous les enjeux du rugby business. Et on est ravi d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio Stéphane Drey, un des agents qui était important dans le rugby français, patron de sport développement et management, voilà, et qui a notamment beaucoup de joueurs français depuis une vingtaine d'années. Je pense notamment aux frères Ntamak, à Thibaut Flamand, Ange Quapozzo, Peato Movaca, Mathis Lebel. Bref, beaucoup de joueurs qui sont importants dans notre paysage français. Alors, bonsoir Stéphane, merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec plaisir. C'était intéressant d'avoir votre avis parce que c'est vrai qu'on a vu tout de suite les instances, notamment la Fédération française de rugby, monter au créneau en disant que les joueurs qui seraient tentés par une aventure vers cette ligue dissidente seraient privés d'équipe de France. Quel est le regard des joueurs, et notamment des agents, voilà, est-ce que ce projet les intéresse et est-ce que vous avez été approché en tant qu'agent des joueurs dont j'ai parlé? Bonsoir à tous. Oui, moi en tant qu'agent, j'ai été sollicité il y a maintenant, j'ai pas trop ça doit être 2 ou 3 mois en arrière par Mark Spoors justement, qui lui-même était un ancien agent. Il a commencé à vouloir effectivement me présenter le projet, les grandes idées, notamment qui étaient basées sur quelques points clés comme les revenus des joueurs, le temps de jeu trop important, l'harmonisation du calendrier. Et donc en fait, il avait voulu à ce moment-là me présenter le projet qui était très confidentiel à l'époque. Et il m'a demandé si, à mon avis, à mon sens, des joueurs pouvaient être tentés par ce projet révolutionnaire, selon ses mots. Moi, j'avoue que par politesse, je le connais quand même depuis de quelques années, je l'ai écouté, mais je restais assez sceptique et depuis j'observe un peu ce qui se dit et les échanges qui ont lieu. Mais moi en tout cas en tant qu'agent, oui, j'ai été sollicité. Après, ça n'est pas allé plus loin que ce premier échange que j'avais eu avec lui à l'époque. Voilà, un projet qui, on va dire, serait itinérant, un peu comme sur le modèle, on va dire, du circuit de rugby à 7 dans des grandes villes internationales qui sont pas forcément rugby, avec une volonté un peu d'universaliser le rugby. Jean-Baptiste Elissalde, déjà, première question, est-ce que toi, tu as été contacté en tant qu'entraîneur et qu'est-ce que tu penses de cette ligue dissidente ? Alors, j'ai pas été contacté du tout. Je l'ai appris comme vous. J'en ai entendu parler il y a quelques mois. Je l'ai appris un peu plus la semaine dernière en lisant les articles. Et je t'avoue que je suis très 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 sceptique. Bien sûr que l'argent peut faire le bonheur, mais que des gens très fortunés, alors qu'on met depuis tant d'années en place avec l'histoire des GIFs pour avoir une équipe de France forte, etc., que notre championnat n'a jamais été aussi bon, même si quelques clubs sont en difficulté, ça a quand même tendance avec l'histoire du salary cap à rester bien. On parle que d'une élite de joueurs, très peu de joueurs. Mettre en danger tout ce monde-là, et notre formation notamment, et notre championnat domestique, sincèrement, ça me va pas. Et après, je sais bien que les joueurs voudront gagner beaucoup plus d'argent, mais comment vont-ils être suivis en cas de blessure? Est-ce qu'ils vont avoir des conventions comme ils l'ont aujourd'hui, etc. Vont-ils être protégés? Le président ne voudra plus sélectionner ces joueurs-là. Imaginez si Antoine, par exemple, Antoine Dupont venait à partir dans ce truc-là pour gagner un peu plus d'argent. Soit. Mais on perd quand même notre tête de gondole. Non, vraiment, je suis sceptique et ça me fait pas rêver du tout.
Bon, on va revenir avec Stéphane Ray. Philippe Spanghero, quand même, doit-on prendre ce projet au sérieux quand même, parce qu'ils ont été entendus par World Rugby, et on sait que dans d'autres sports, par exemple le circuit LIV en golf, voilà, il y a eu beaucoup d'argent injecté par un pays, l'Arabie Saoudite, et au final, des joueurs qui étaient sur le circuit américain, ils ont changé, et malgré tout, ça a fracturé le golf. Le rugby peut-il être victime de ça ? Alors j'y crois moins parce que je vois les porteurs du projet de cette nouvelle compétition imaginer comparer ça à la Formule 1, au golf, à d'autres sports, mais on n'est pas du tout dans les mêmes contextes de relations entre les clubs, les fédérations de tutelle, le rapport des joueurs à leur équipe nationale. Donc il y a tout un tas de contraintes qui pour moi sont quand même très difficiles à lever. Il faut pas oublier que, alors ça date maintenant et je sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais il y avait un projet qui était sérieux à l'époque, en 95, au début du rugby professionnel, qui était porté par des milliardaires australiens et qui avait déjà mis beaucoup de pression sur les fédérations à l'époque. Ils avaient mandaté des grands joueurs dans tous les championnats pour porter ça et recruter des joueurs en forme de province. Et je crois qu'en France, je sais pas si tu te souviens de ça, Jean-Baptiste, mais c'était Émile Ntamak. Oui. C'était Émile Ntamak qui était le représentant de ce consortium-là. Donc voilà, 30 ans après, ça revient sur la table. On a un problème à régler dans le rugby qui fait que ce type d'initiatives sont mises sur la table, et je le répète souvent, c'est que à l'échelle quand même de l'impact médiatique qu'on a dans des grands pays, des pays riches, on génère pas assez d'économies. Ça, c'est un fait. C'est l'analyse qu'avait fait le fonds d'investissement CVC quand ils sont arrivés dans le rugby. Il y a un enjeu d'harmonisation des calendriers. Pour créer de nouvelles compétitions, c'était obligatoire. Donc, il faut réussir à conjuguer ça avec la santé des joueurs. Mais on a besoin d'avoir une économie plus forte que celle-ci. Donc, voilà, il y a ce type d'initiative qui vient se mettre au milieu, mais qui répond pas à la problématique parce que c'est de l'argent qui ne servira pas au développement du rugby. Donc, j'y crois pas beaucoup non plus parce que World Rugby va prendre la pression des grosses fédérations qui fournissent les grands joueurs et qui consolident l'économie mondiale. Et je vois pas comment une compétition comme ça peut se passer d'un accord de World Rugby. Voilà. Stéphane, on le sait visiblement, les premières indications, c'est que ce sont plutôt des joueurs de l'hémisphère sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Argentine qui auraient donné plus leur accord. Ça, on essaie de tendre vers des joueurs de l'Europe. En tout cas, ils essayent de faire en sorte que le championnat soit en dehors du calendrier de World Rugby, justement. Est-ce que la volonté des joueurs en Europe, notamment les joueurs français, c'est peut-être de jouer moins, mais de gagner plus? Est-ce que ça peut être un levier pour certains joueurs en France, notamment, pour obtenir certaines choses qui vont dans le bon sens pour eux? Moi, je rejoins un peu ce qu'a dit Jean-Baptiste et Philippe sur le fait que il y a eu régulièrement des tentatives comme ça de projets. Comme le dit Jean-Baptiste, on a quand même un championnat en France qui est fort, une formation qui commence vraiment à payer sur l'équipe de France et qui rayonne sur toutes les catégories de jeunes joueurs, juste effectivement Pro D2, Top 14. Moi, ce que je pense, mon avis, déjà, je suis sceptique comme Philippe et Jean-Baptiste, ça c'est le premier point. Deuxièmement, je pense que c'est quand même un moyen, je trouve, malgré tout, le fait que le Top 14 et la Pro D2 soient au top en ce moment, ne doit pas nous empêcher aussi de nous poser de temps en temps quelques questions sur ce qui marche bien, effectivement, mais ce qui marche moins bien. Et je trouve, comme l'a dit aussi Philippe, en 95, le gros projet a permis de lancer le professionnalisme, de structurer le rugby. Je me dis que cette initiative, elle doit être au moins l'occasion pour le rugby français, et même si on est dans une situation un peu dominante, en tout cas sur notre championnat, de se poser les bonnes questions sur ce qui va bien et ce qui va moins bien, sur le fait que quand l'équipe de France joue, il se peut que le supporter qui s'intéresse au rugby comprenne pas pourquoi l'équipe de France joue, et en même temps on a une journée de top 14 qui se déroule. Donc je trouve que, encore une fois, j'y crois peu. Pour répondre à ta première question sur les joueurs qui sont un peu sollicités, moi j'ai des confrères en Italie qui m'en parlent beaucoup. Les joueurs italiens ont reçu des propositions, certains ont même signé, mais en fait on se rend compte qu'ils ciblent des joueurs qui, entre guillemets, ne prennent pas trop de risques, parce que d'une part, les contrats, sur les informations que j'ai, ont tous des clauses qui permet à la structure qui a été créée là de R360 de ne pas honorer le contrat qu'ils auraient signé. Alors je crois que la date limite, elle doit être autour de fin octobre, début novembre peut-être. Et en l'occurrence, ces joueurs-là, ils ont tout à gagner à signer ce type de contrat, parce que eux, en Italie, le championnat n'est pas fort, la rémunération n'est pas très élevée. Donc ils ont tout intérêt à dire pourquoi pas. Et puis au pire, si ça ne se fait pas,
on sera que fin octobre ou début novembre, il leur restera toute une saison pour essayer de trouver d'autres opportunités. Mais clairement, à ma connaissance, en France, en tout cas, j'ai pas d'informations sur des joueurs qui se seraient engagés ou sollicités, très certainement. J'ai eu quelques échos, mais signer ces contrats-là, je pense qu'il n'y en a aucun qui s'est lancé. Et puis encore une fois, si cette compétition, son ambition, c'est de faire jouer les meilleurs joueurs, on sait qu'il y a la menace World Rugby, les fédérations sont quand même assez puissantes et vont probablement faire un peu de lobbying auprès de World Rugby pour faire en sorte que si un top joueur français international qui joue actuellement avec l'équipe de France venait à s'engager, il prendrait probablement le risque de ne plus pouvoir être sélectionné par l'équipe de France. Donc je pense que ça peut nous permettre de nous poser aussi quelques questions sur ce qu'on peut améliorer. Après, je rejoins Philippe et Jean-Baptiste là-dessus, j'y crois très peu à ce projet. Voilà. Ouais, bon, on imagine que les joueurs t'en parlent quand même, te demandent, te questionnent, les joueurs de ton portefeuille d'agent, Stéphane ? Oui. Régulièrement, on dit mais t'as entendu parler de ce projet? Donc je dis oui, moi, effectivement, j'ai eu une réunion, on m'a donné quelques informations, mais je leur dis, notamment pour les internationaux qui me posent la question, je leur dis mais les gars, est-ce que vous allez prendre le risque de vous engager sur un contrat, de remettre en question ce que vous avez déjà comme condition acquise en France pour un projet qui du jour au lendemain peut vous dire les gars merci, c'était sympa, vous avez signé, mais finalement on va pas le faire. Donc c'est pas très sérieux. Et puis, je pense pas que l'argent fasse tout aussi. Le faire dans des grandes villes. Je rejoins aussi Philippe là-dessus sur la partie culture rugby. On sait qu'en France, on le voit à Paris, c'est difficile d'attirer du monde. Donc ils veulent faire des franchises à Dubaï, dans des villes à Barcelone où il y a pas de culture rugby. Va falloir les remplir les stades, va falloir créer des hospitalités, créer une économie. Moi aujourd'hui, le retour que je fais aux joueurs, c'est j'écoute, pas plus bête que les autres, et j'ai envie de savoir un peu ce qui se dit, mais honnêtement, aujourd'hui, c'est pas très sérieux pour un international français de prendre le risque de s'engager sur en plus quelque chose où on vous dit clairement, attention, hein, fin octobre, si ça se passe pas comme prévu, votre contrat il est caduc. Bon, ouais. Je pense que ça va pas aller très très loin. Ouais, les internationaux français qui sont pas tous satisfaits par, on va dire, leurs conditions, leurs revenus. Antoine Dupont en a parlé. Le salary cap est trop contraignant. Il l'a dit pour les revenus des joueurs. Donc c'est vrai que quand ce type de projet sort et que on voit ce que déclare Antoine Dupont, et de façon pas du tout polémique, mais on peut faire un lien quand même entre les deux, Stéphane Drey. Ouais, je suis assez d'accord. Ça permet, l'actualité se télescope clairement, mais c'est l'occasion. Et là, c'est la partie plutôt commerciale des joueurs. On le voit, il y a des vrais sujets de salary cap où je pense que ça a été bénéfique. Ça a permis d'encadrer les masses salariales des clubs. Ça a permis de permettre à pas mal de clubs qui étaient sur des territoires peut-être plus difficiles, en tout cas pour développer un écosystème, d'exister dans le top 14. Mais aujourd'hui, il y a énormément de règles contraignantes où on dit en gros aux joueurs tout ce que tu vas faire autour de ton image, avec en face des vraies prestations, avec en face un vrai travail, des shootings photos, des campagnes publicitaires. Attention, on peut peut-être le réintégrer au salary cap. Toulouse le vit, d'autres clubs le vivent aussi. Et en fait, je trouve que ces règles, elles ont une ambition noble au départ, mais attention à pas pénaliser tout le monde, et l'économie du rugby, et le club en question qui va demander aux joueurs de ne pas faire trop de partenariats parce qu'ils pourraient être réintégrés comme étant du salaire déguisé ou un moyen pour le club d'économiser de la masse salariale. Je trouve que à être trop extrême dans certains règlements, dans certaines règles, on pénalise le club, forcément, le joueur qui lui a quand même aussi un objectif, bien évidemment de vivre du rugby, et c'est ce qu'il fait, et c'est sa priorité, mais aussi aussi optimiser sur une période de 10-15 ans ses revenus et essayer de se mettre au chaud à la fin de sa carrière. Donc, encore une fois, pour moi, la philosophie de tout ça, ce serait de se dire prenons-les au sérieux, entre guillemets, mais plus pour se poser des bonnes questions, alors qu'on est à un moment du rugby où on est plutôt dominant sur ce qu'on fait, c'est un championnat qui est attractif. Est-ce qu'on peut pas améliorer certaines choses, alléger certaines choses? Pour moi, c'est plus l'occasion de débattre que de donner du crédit à cette compétition. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Pour conclure, Jean-Baptiste et Philippe. Jean-Baptiste. Non, je crois en la fierté d'appartenance malgré l'argent, malgré tout ce que tu veux. Je vois aussi des joueurs... Mais il peut y avoir une usure de faire toujours le même top 14. Voilà, quand on est un international, qu'on a fait 10 ans de trucs, qu'on a gagné le bouclier X fois, peut-être qu'on a aussi envie de faire un gros coup un peu en fin de carrière.
Peut-être. Ça aurait pas été mon cas. Je me suis posé la question. J'ai été contacté par un club du top 14 qui me proposait le double de ce que j'avais à Toulouse, sans négociation. Et c'était lequel peu importe. Et je suis resté à Toulouse. Bon, j'ai essayé. Et tu vois, non, mais et c'était pas ni New York ni Dubaï, hein, c'était à 300 km de là. Donc, je veux croire à la force de nos instances. Je veux croire à la force du maillot de l'équipe de France. T'imagines ce joueur qui partirait et qui dirait bon ben moi l'équipe de France terminado. Alors oui, peut-être à 32 ans pour aller faire une pige comme le font les footballeurs aujourd'hui au Qatar, gagner un peu mieux sa vie pour se mettre à l'abri, pourquoi pas, mais un mec en pleine possession de ses moyens, dans un championnat comme il est aujourd'hui, avec tout ce qui se fait autour de lui, même s'il y a des choses bien sûr qui sont à voir et à revoir sportivement et extra-sportivement, je te dis, je suis sceptique et vraiment ça me plaît pas quoi. Enfin voilà, l'argent ça me plaît pas du tout ce truc là. Philippe. Je vous dirai ensuite les distances à 300 km de Toulouse dans un instant. Pour clôturer, je rejoins vraiment Stéphane. Je pense que c'est le moment aussi de remettre des sujets sur la table. On a besoin de se remettre en question régulièrement. On entend depuis des années, on est le meilleur championnat du monde, on a une économie stable, certes, mais ça n'empêche pas de réfléchir à évoluer. Le sujet du salary cap, il va venir sur la table. Moi, je voulais juste saluer le travail du salary cap manager qui fait un boulot très difficile, qui est seul contre tous. C'est quelqu'un qui est d'une grande intégrité et qui essaie de faire en sorte de mettre en place un système qui permet d'éviter ce qu'a connu le rugby anglais récemment et l'explosion d'une bulle parce que on s'est rendu compte que les comptes des clubs étaient pas du tout ceux qui apparaissaient. Donc j'entends Antoine Dupont et il a raison sur la forme, il a été rejoint par Greg Aldrit, mais il faut rappeler que cette règle a été mise en place parce qu'au début, malheureusement, beaucoup de clubs ont essayé de contourner le salary cap et avaient moyen de le faire avec les moyens de le faire avec tout un tas de partenaires dans l'environnement direct du club. Et donc, comme c'était dur d'arbitrer au cas par cas, a été prise cette règle qui est devenue certainement très contraignante, mais le boulot est difficile et encore une fois, on a la chance dans le rugby français d'avoir quelqu'un d'une grande intégrité pour le traiter, voilà. Et bien après, les mecs là, on parle de 20 mecs, on parle de 15 joueurs. Voilà. On est d'accord, hein. D'accord. Et, encore sur les gros contrats d'image, on est d'accord. 15 c'est large. 15 c'est large. Et remettre en question tout ça pour 15 joueurs, je suis pas convaincu. T'es pas convaincu. Merci Stéphane Drey d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Agent merci à vous. Et de beaucoup de grands joueurs. Et merci pour la clarté de tes explications. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. À 300 km de Toulouse, il y a Aix-en-Provence, il y a Saint-Sébastien. Mais bon, en tout cas, on cherche. Montpellier est à 250, Toulon à 476. On cherche. L'enquête continue. Attendez les gars. Attendez, Jamba est assez coquin pour avoir dit 300 bornes exprès pour nous induire en erreur. Donc je vous le dis tout de suite, n'en faites pas un prérequis. Un club. Alors attends, il y a un autre indice. Un club basque et c'est pas Baïgori. Allez, ok. Mais c'est bleu et blanc. Là où Anneli Sald avait joué avant toi, peut-être. Allez, merci en tout cas, et on se retrouve dans un instant pour parler un peu d'histoire, et saluer la mémoire de Roland Bertrand qui nous a quittés cette semaine. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Au cœur de la mêlée, François Trio. C'est une des nouvelles tristes de la semaine sur lesquelles on voulait revenir, la disparition de Roland Bertrand, ancien 3/4 centre du 15 de France, qui a longtemps été recordman de sélection du 15 de France, ancien joueur de Bagnères de Bigorre, et on est très heureux d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio celui qui fut son compère en équipe de France et en club. Bonsoir Jean-Michel Aguirre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. François. Alors, on est pris par le temps parce que Jean-Baptiste a été bavard. Jean-Baptiste Elissalde, bien sûr. Je vous présente pas. Philippe Spanghero. Roland Bertrand, c'est pour que les jeunes aussi sachent quand même qui était. La semaine dernière, on parlait de Jean-Louis Béraud, qui a aussi été un personnage. Mais Roland Bertrand, ça a été un 3/4 centre. Roger Coudert l'avait appelé le petit taureau furieux, qui a été un peu le premier Philippe Sella, on va dire.
Oui. Je pense que Philippe Sella a fait son premier match contre Roland Bertrand et il faut dire que quand il était jeune, il me dit toujours qu'il avait de grandes inquiétudes de jouer contre Roland. Et Roland, c'est le centre. 3 carrels au départ, puis centre de l'équipe de France de toutes les années 70, de plus d'une décennie. C'est extraordinaire. Voilà, avec qui tu as joué aussi à Bagnères de Bigorre. 2 finales, 79-81, 2 finales perdues, mais une épopée incroyable. Première finale perdue contre le Narbonne d'Espanguero. Voilà, Philippe est avec nous, neveu de Walter et Claude. Voilà, une triste souvenir pour nous. Voilà. Juste quand même pour parler toi aussi de ta tristesse, parce que c'est quand même on va dire un compère là que tu as perdu. Voilà, un compère, un compagnon, un camarade et comment on peut dire, on était complètement tous les deux sur le terrain, nous nous trouvions. Il savait ce que je voulais faire, il savait où j'allais et on était vraiment je pense en très très bonne harmonie de jeu. C'était une compréhension, c'était une anticipation. Ça a été la création d'un schéma de jeu qui était nouveau, la basette. C'était quelque chose de une vie permanente du jeu de 3 quarts et de la volonté d'attaquer en permanence. Voilà, Roland Bertrand, donc 75 ans, qui nous a quittés, 69 sélections, ce qui pour l'époque était énorme et qui a longtemps qui a battu le record de sélection de Benoît Degas, puis ensuite il a été battu par Philippe Sella, voilà, et notamment Jean-Michel, je te remercie, toutes nos pensées pour la famille de Roland et la famille Bigourdane du rugby. Oui, Jean-Michel. Une famille qui a accompagné Roland, qui était quand même parti un peu depuis quelques mois déjà. Et chapeau à toute la famille, à Martine et à toute la famille pour cet accompagnement qui en définitive l'a pas changé, l'a pas sorti de chez lui. Et c'est quand même quelque chose de remarquable. Et tu le disais, François, il a surtout le record du nombre de sélections d'affilée. 46. 46 ou 49 49 de tête, pour moi, 49 de suite, voilà, et ce record-là ne risque pas d'être battu demain. En effet, c'est un record qui risque de perdurer longtemps pour lui. Voilà, merci Jean-Michel Aguirre. Voilà, c'était mon héros quand j'étais petit, Jean-Michel Aguirre, et donc je suis content de vous parler aujourd'hui à la radio. Il m'a envoyé des cartes postales. Donc voilà. De ces tournées. C'était un compagnon de jeu de ton père aussi. Voilà. C'était un compagnon de jeu de ton père. Voilà. Allez, merci Jean-Michel. Voilà pour ce clin d'œil en tout cas, et merci à vous. Et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Merci Jean-Baptiste Elissalde d'avoir été avec nous. Voilà, cette mémoire du rugby qu'il faut transmettre, et que effectivement un projet comme la R360 aura du mal à transmettre, hein. On est d'accord avec ça. J'étais en train d'y penser. C'est incroyable. Ça m'énerve. Bien sûr que non. Tout à fait. Philippe également. Voilà, toi tu le sais que t'as fait couler des larmes les Spanguero au Bigourdan, Narbonne Bagnères. Ça avait été serré. Ouais, que Claude était capitaine. Ils ont rompu le traumatisme de 74 contre Béziers, donc voilà. Ça je m'en souviens, ça c'était à Dubaï. À Dubaï. Voilà. À Dubaï et contre Bagnères à Vegas. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, que le rugby reste un sport de valeur et de terroir, c'est sûr. Et on se retrouve à 21h, bien sûr, avec Nicolas Delage, à qui on fait un petit clin d'œil. Là, on a un peu débordé, Nicolas. Mais c'est pas grave, c'est intéressant. Salut, messieurs. Je sais que tu n'es pas bavard, Nicolas, mais que ce match a de l'enjeu ce soir. UBB Lyon. Oui, double enjeu. Côté Loup, on va voir si c'est un accident. La petite fessée prise à Pau après 3 victoires d'affilée. Puis côté UBB, pour l'instant, c'est courant alternatif. Ils sont sur on, off, domicile, extérieur. On gagne en étant convaincant et on perd en étant vraiment mauvais. Donc on l'espère. En tout cas, on te retrouve, Nicolas, avec Alexandre Priam, bien sûr, et puis aussi avec toutes les infos. Et tiens, notamment ce petit son. Tiens, regarde, Franck Azema, qui est pas bien ce soir, battu une 5e fois, 0 points pour l'USAP. Écoutez-le au micro de Rémi Ruggiero. Ça veut dire que les choses, ils les entendent pas. On va voir.
quand tu es leader, c'est à toi de mener le groupe. Aujourd'hui, force est de constater que le message que j'envoie, il passe pas. Donc ça va être de ma responsabilité, et certainement. Donc voilà, je vois pas d'autre explication. On s'entraîne tous les jours, on a les conditions qu'il faut, on a l'environnement qui est parfait. En tout cas, sur le terrain, il n'y a pas de rendu. Ouais, voilà donc le ton de Franck Azema, on en parlera en tout cas. Merci Rémi Ruggiero et Franck Azema qui se remet en question, grand professionnel qu'il est. On verra la suite bien sûr, mais on lui souhaite le meilleur et du courage. Dans 1 heure, on aura UBB Lyon, tout de suite champion, juste après les news avec Fred Brindel.